Tout a commencé par un éclat à peine perceptible le 6 août 2025. Dans un laboratoire, le silence était presque absolu. Cependant, cet instant allait marquer un changement inquiétant dans l'histoire de l'astronomie. Le télescope spatial James Webb, l'outil le plus avancé jamais créé par l'humanité pour observer le cosmos, a activé soudainement son mode d'urgence. Il ne s'agissait ni d'une supernova, ni de l'effondrement d'une étoile. L'origine de l'alerte était quelque chose de beaucoup plus proche et profondément troublant, une comète. Ou du moins, quelque chose qui en avait l'apparence. Il a été désigné comme Troy Atlas. Au début, les scientifiques pensaient que c'était un autre voyageur interstellaire, un fragment gelé et silencieux perdu parmi les étoiles. Mais lorsque le Webb a dirigé ses capteurs vers lui et que les premières données ont commencé à arriver, ce qui a été révélé a dépassé toutes les attentes. Ce n'était pas simplement inhabituel, c'était impossible. La composition chimique reflétée par ces émissions ne correspondait à aucun modèle connu. Les proportions des éléments étaient grotesques, déséquilibrées, impossibles à reproduire par des processus naturels. À mesure que les chiffres s'accumulaient, une inquiétude grandissait parmi les astrophysiciens qui suivaient la transmission en temps réel. Si ce n'était pas une comète? Et si cela avait été créé par quelque chose ou quelqu'un? Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu de son coma, le nuage brillant qui entoure le noyau d'une comète. À 6 unités astronomiques du Soleil, une distance à laquelle toute comète devrait rester gelée et inactive, Troy Atlas montrait une activité violente et inexplicable. Le spectromètre de Webb a détecté des raies dominées par le dioxyde de carbone, et non par de la vapeur d'eau comme cela serait normal. La proportion était scandaleuse, 8 fois plus de CO que d'eau. Aucune comète enregistrée ne s'était comportée ainsi. Même Borisov, le dernier visiteur interstellaire, ne présentait pas un tel déséquilibre. C'était comme si l'objet avait été conçu pour libérer exactement ce gaz, dans des conditions où la nature ne le permettrait jamais. Encore plus étrange était son apparence, une coma mince, presque fantomatique, sans poussière, sans fragments solides, sans la turbulence typique d'un corps glacé en sublimation. Les gaz semblaient s'émettre avec une précision contrôlée, délibérée, comme si une chimie inconnue était en action. Alors, l'histoire a pris un tournant encore plus inquiétant. Les capteurs ont commencé à enregistrer des lignes spectrales de nickel, claires, intenses, répétitives. Ce n'étaient pas des traces aléatoires, mais des signaux solides qui s'intensifiaient à mesure que l'objet s'approchait. Cependant, ce qui était vraiment alarmant n'était pas la présence de nickel, mais l'absence totale de fer. Dans toutes les comètes, météorites et corps naturels observés, le nickel et le fer apparaissent ensemble, dans une proportion constante, une partie de nickel pour 15 de fer. C'est une règle universelle de la chimie cosmique. Mais Troy Atlas violait cette loi avec une violence déconcertante. La quantité de nickel dépassait celle du fer de plus de 40 fois. Aucun processus naturel connu ne peut produire une telle séparation. Dans un laboratoire terrestre, parvenir à quelque chose de semblable requérait de l'énergie, des machines et surtout de l'intention. Pourtant, elle était là, un objet silencieux, traversant le vide, montrant un comportement qui ne semblait pas obéir aux lois de la nature, mais à celles de l'ingénierie. Même avant que l'analyse de ces signatures chimiques ne soit terminée, quelque chose d'autre attira l'attention des réseaux de suivi astronomique. Troy Atlas ne se comportait pas comme une comète ordinaire. Son accélération ne pouvait s'expliquer ni par la chaleur du Soleil ni par des jets de gaz naturels. Il était trop loin, trop froid pour que la sublimation produise cette impulsion. Et pourtant, en à peine 3 jours, sa vitesse augmenta de manière notable. Le chiffre peut sembler faible, 0,12 mètres par seconde au carré. Mais pour un corps de 11 km de diamètre, de la taille d'une ville, ce changement est colossal. C'est comme voir un paquebot gagner de la vitesse au milieu de l'océan sans moteur. Le mouvement n'était pas uniforme. Les scientifiques ont détecté de petites secousses, des microsauts superposés à la trajectoire principale, comme si un mécanisme interne s'allumait et s'éteignait de manière intermittente. Les tentatives pour l'attribuer à des fractures, des éruptions de gaz ou des vents solaires ont échoué.
Aucun phénomène naturel ne correspondait à ce rythme. En effet, le motif était régulier. Toutes les 7,2 heures, 3 Atlas s'illuminaient soudainement, avec une précision métronomique. Ce n'était pas un éclair chaotique, comme celui d'un fragment tournant. C'était une lueur exacte, répétée, constante. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une surface vaste réfléchissant la lumière du soleil. D'autres ont proposé un cadre creux et rotatif. Mais une chose est devenue claire, ce n'était pas une roche. C'était un objet se mouvant avec une précision mécanique. .ET, c'est là que la science frissonne. Lorsqu'on écarte la sublimation, le hasard et la structure chaotique, il ne reste qu'une seule possibilité que personne ne veut affronter. 3 Atlas pourraient être fabriqués. Peut-être pas intentionnellement, peut-être est-ce un fragment de mécanisme abandonné, un vestige d'une civilisation antérieure à la Terre. Mais cela pourrait aussi être quelque chose de plus inquiétant, vivant ou fonctionnel, un système encore actif, un mécanisme qui nous observe sans se soucier de nous, qui suit une trajectoire dictée non par la nature, mais par le design. Parce qu'aucune comète ne devrait se réveiller dans le froid intense, émettre du nickel sans fer, s'accélérer sans carburant et tourner avec un rythme presque mécanique. Et pourtant, elle était là, faisant tout cela sous les yeux de nos instruments les plus avancés, sans tenter de se cacher. L'intervention du James Webb n'était pas seulement technique, c'était un murmure d'alarme, un consensus silencieux. Ceci n'est pas normal. Pour la première fois, il pourrait s'agir de machinerie extraterrestre face à nous. Et même si nous nous trompons, le simple fait de ne pas pouvoir le distinguer constitue déjà un avertissement suffisant. À mesure que les données d'accélération suscitaient des débats entre les observatoires, un autre signal difficile à ignorer a émergé, la courbe de lumière. Des observations de Gemini South et du télescope Test Space ont révélé un schéma d'éclairage périodique, toutes les 7,2 heures. Cela pourrait sembler normal. De nombreux astéroïdes et comètes tournent en reflétant la lumière à intervalles réguliers. Mais ce n'était pas une rotation désordonnée. Les éclairs apparaissaient et disparaissaient avec précision, comme un phare. Même lorsque les émissions de gaz augmentaient et que la vitesse de l'objet changeait, le motif lumineux restait constant. Cette cohérence suggère une structure délibérée, quelque chose qui ne réagissait pas au soleil au hasard, mais avec précision. Certains théorisent qu'il pourrait s'agir d'une voile solaire, un panneau réfléchissant conçu pour exploiter le rayonnement stellaire, capable d'expliquer l'accélération et les éclats périodiques. D'autres proposent un cadre rotatif avec des surfaces planes. Mais tous s'accordent, aucun objet naturel connu ne se comporte ainsi. Ce n'est pas un virage, c'est une impulsion mécanique, un message répété à travers l'espace. Je ne suis pas ce que tu crois que je suis. Le point de rupture ne venait pas de l'objet en lui-même, mais de ceux qui l'observaient. Le 6 août, à 21h11 GMT, les observatoires terrestres ont émis une alerte au centre de contrôle du James Webb. Les données spectrales provenant d'autres télescopes étaient impossibles à ignorer. Émissions de CO hors normes, pics métalliques inexplicables et une courbe de vitesse qui n'avait aucun sens gravitationnel. C'est alors que le protocole d'urgence a été activé, une procédure extraordinaire qui interrompt toutes les observations programmées et oriente le télescope vers une anomalie unique. Une décision qui consomme du temps, du carburant et des ressources, et qui avait rarement été exécutée dans l'histoire de Webb, jamais auparavant pour un objet interstellaire. En quelques minutes, la demande a traversé les comités, contourné les calendriers et est arrivée directement sur le bureau du scientifique en chef du projet. L'approbation devait être unanime, et elle l'a été. À 21h17 GMT, le Webb a dirigé ses instruments vers 3 Atlas en utilisant le spectrographe NIRPC. Ce qui est arrivé dans les premiers paquets de données n'était pas seulement surprenant, c'était historique. Les spectres ne montraient pas la signature glacée typique d'une comète. Ils révélaient une chimie du carbone si extrême et volatile que tout corps connu du système solaire paraissait inoffensif. La décision d'activer l'urgence n'était pas seulement scientifique, c'était une alerte silencieuse. Le télescope le plus avancé jamais construit venait de stopper le cosmos pour suivre ce qui pourrait être une machine.
Plus les scientifiques approfondissaient les données du web, plus il devenait difficile de trouver quelque chose de familier. La relation entre le dioxyde de carbone et l'eau était complètement déséquilibrée, mais ce qui violait vraiment les règles était le profil métallique. Dans tous les comètes, astéroïdes et météorites étudiés, le nickel et le fer vont toujours de pair. Ils naissent dans les mêmes forges stellaires, fusionnent lors d'anciennes explosions, et leur rapport peut varier légèrement, mais ne disparaît jamais. Pas ici. Dans Troy Atlas, le nickel était partout, et le fer, simplement inexistant. Non réduit, non masqué, absent. Tous les contrôles spectraux sont revenus propres. Les équipes de spectrographie ultraviolette ont comparé des dizaines de raies bien connues du fer. Aucune n'est apparue. Le nickel, en revanche, brillait dans le spectre comme un projecteur puissant, avec des pics clairs à 3,415, 3,524, 3,769 angstroms et plus. Le seul processus connu capable de réaliser une telle séparation en laboratoire nécessite une chimie à haute énergie, une pression industrielle et un contrôle extrêmement précis. Une explication a été proposée, la présence de nickel carbonyle, un composé volatile qui se vaporise à peine à 43 degrés. Mais même cela est rare et ne justifie pas l'absence totale de fer. Le résultat a été une empreinte spectrale qui ne correspondait à rien de naturel. Ni Borisov, ni Oumuamua, ni aucun autre objet connu. Rien. Une composition chimique si déséquilibrée, si délibérée, que même les voix les plus prudentes ont commencé à se demander quel genre d'endroit, quel type de monde ou quel type de technologie pourrait avoir produit cela. Le plus étrange de ce mystère ne vient pas de l'espace profond. Il vient de la Terre, des musées, des tombes et des textes anciens qui parlent de faire tomber du ciel. Les Égyptiens l'appelaient « métal du ciel ». La lame enterrée avec le pharaon Toutankhamon contient près de 11% de nickel, impossible à forger avec des outils anciens, mais identique à la composition chimique des météorites. Les scribes babyloniens ont enregistré des étoiles tombées et des pierres ardentes, toujours associées à des présages de guerre et de destruction. Tout au long de l'Antiquité, au Proche-Orient, on trouve des objets d'élite, des anneaux, des perles, des poignards, forgés avec des métaux étonnamment riches en nickel, bien plus que ce qui ait jamais été extrait de la terre. Des matériaux tombés du ciel, qui brillaient et suscitaient autant d'admiration que de crainte. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en regardant à nouveau le firmament, nous détectons la même empreinte chimique. Nickel abondant, fer absent, sans origine connue. Les reliquaires anciens présentent des gravures et des motifs de cristal uniques, connus sous le nom de motifs Widmanstätten, qui ne se forment que dans les métaux provenant de l'espace. Ces structures, présentes sur des objets antérieurs aux premières villes, obligent historiens et physiciens à remettre en question l'impossible. Et si ces métaux n'étaient pas de simples fragments fortuits de météorites, mais des traces d'un contact conscient? Et si ce n'étaient pas de simples débris stellaires, mais les restes de quelque chose qui avait déjà visité notre monde? Dans ce contexte, Troy Atlas pourrait ne pas être seulement un phénomène isolé, mais un nouveau chapitre d'une histoire que nous commençons à peine à lire. Alors que les scientifiques analysaient les gaz riches en CO et les traces de nickel, un chercheur du Caltech détecta quelque chose d'inquiétant dans les données thermiques. Un rythme électromagnétique subtil mais constant, trop régulier pour être fortuit, bien que trop faible pour être considéré comme une transmission intentionnelle. Initialement écartées comme du bruit des capteurs du web, lorsque ces données furent converties en son, elles révélèrent un pour répétitif, ni musique ni langage, mais un motif mathématique, des intervalles de nombres premiers, des proportions de Fibonacci, des harmonies géométriques rappelant à la fois des structures d'ADN, des motifs de croissance cristalline et des dessins architecturaux anciens. Le rythme n'était pas suffisamment puissant pour être envoyé dans l'espace, mais il était assez détectable par tout observateur proche. C'était une sorte de signature cosmique, incrustée dans le comportement de l'objet. Si nous pouvions le percevoir, d'autres aussi. La question n'était pas à qui le message était destiné, mais qui l'avait déjà entendu. Quelques jours après le suivi intensif du web, des géophysiciens de l'hémisphère sud ont commencé à enregistrer des anomalies dans le champ magnétique terrestre.
Au début, elles ont été attribuées à de légères perturbations solaires, mais il est rapidement devenu impossible de les ignorer. De l'Antarctique jusqu'à l'Argentine et l'ouest de l'Australie, des impulsions ultra-lentes, parfaitement espacées, ont été détectées, correspondant à la périodicité lumineuse de Troie Atlas. Ces impulsions ne venaient pas du ciel, mais de l'intérieur de la planète. Pire encore, elles imitaient la fréquence thermique cachée dans les émissions de l'objet. Quelque chose de profond à l'intérieur de la Terre résonnait, non pas avec force ni violence, mais avec une précision rythmique, comme si un diapason répondait à une mélodie oubliée. La possibilité que les systèmes anciens de la planète, tectoniques, électromagnétiques ou même biologiques, puissent se synchroniser avec quelque chose traversant le système solaire est terrifiante. Non pas à cause d'un danger immédiat, mais en raison de l'histoire que cela suggère. Peut-être que la Terre avait déjà perçu cette fréquence auparavant, et ce qui s'activait maintenant n'était qu'un souvenir d'une rencontre passée. En traçant sa trajectoire depuis l'entrée jusqu'à la sortie prévue, Troie Atlas montre quelque chose de presque trop parfait. Il ne se contente pas d'être entraîné par la gravité, il navigue. Il évite avec précision chaque gros corps du système, zigzagant entre les puits gravitationnels comme un vaisseau suivant un cours prédéterminé. Face aux trajectoires chaotiques des comètes naturelles, cet objet se déplace avec une intention inquiétante, comme si chaque manœuvre avait été calculée à l'avance. Dans des simulations avancées, les astronomes ont intégré les données de Troie Atlas dans des modèles de trajectoire conçus pour des manœuvres gravitationnelles planétaires, similaires à celles utilisées par la NASA pour planifier les sondes interplanétaires. Les résultats ont été stupéfiants, une correspondance de 92,6% avec des trajectoires que seul un objet artificiel pourrait suivre. Mais le plus inquiétant restait à venir. En projetant sa trajectoire vers l'avenir, l'objet semblait se diriger vers un étroit couloir spatial au-delà de l'orbite de Saturne, un segment que certains théoriciens avaient indiqué comme un possible point de gravité nul ou même comme un accès hypothétique aux confins de l'hélioespace. Il ne flottait pas au hasard. Chaque mouvement, chaque accélération, chaque position suggérait une navigation délibérée, non une découverte, mais l'exécution d'une mission qui semblait presque achevée. Alors, l'impossible s'est produit. Juste au moment où le télescope James Webb se préparait pour un nouveau cycle d'observation à haute résolution, et lorsque Troie Atlas se trouvait à peine 2,5 unités astronomiques du Soleil, les émissions chimiques et thermiques ont commencé à s'éteindre. Les raies spectrales du nickel se sont affaiblies, le flux de dioxyde de carbone a diminué et la courbe de lumière périodique s'est aplatie. En l'espace de quelques heures, l'objet a disparu des détecteurs du Webb. Non pas en raison de la distance ni d'obstacles, mais parce qu'il avait complètement cessé d'émettre. Ce n'était pas un arrêt progressif ni naturel, c'était une cessation délibérée d'activité. En moins de 11 heures, tout comportement observable avait pris fin. D'autres observatoires, de Gemini et Subaru jusqu'au Very Large Telescope et aux télescopes infrarouges au Chili, ont confirmé le phénomène. Troie Atlas était devenu complètement froid, silencieux, comme s'il s'agissait d'un acte de camouflage ou d'une transmission finale qui avait été interrompue intentionnellement. Jusqu'à ce moment-là, l'objet avait été actif, émettant et réagissant. Maintenant, sans aucun signe, une question effrayante surgissait. Avait-il cherché quelque chose, activé un mécanisme ou effectué des tests, et s'était simplement éteint après avoir atteint son but? La conclusion semblait claire. Nous n'étions jamais aux commandes. Nous étions seulement les observateurs de quelque chose de bien plus ancien et patient que ce que notre imagination pouvait concevoir. Lorsque les scientifiques ont examiné les modèles de trajectoire les plus récents, ils ont découvert quelque chose d'encore plus perturbant. Sa trajectoire, que l'on pensait le mener hors du système solaire, avait changé de manière subtile mais significative. Au lieu de continuer vers l'espace lointain, il s'était légèrement détourné vers le système intérieur. Ce n'était pas une erreur gravitationnelle. Les calculs étaient précis et les vecteurs confirmaient la manœuvre. Troie Atlas, maintenant silencieux et sombre, avait délibérément modifié sa trajectoire. La nouvelle trajectoire le plaçait dans une zone spécifique entre la Terre et Vénus, un espace connu pour sa stabilité gravitationnelle,
mais aussi pour avoir récemment enregistré des interférences dans les signaux de plusieurs satellites terrestres. Initialement, la NASA a considéré que le décalage était une erreur d'observation. Cependant, lorsque 3 installations de radar à espace profond, Goldstone, Arecibo et le FAST arrêt chinois ont corroboré la déviation, tout a changé. Aucune comète n'ajuste sa trajectoire après s'être éteinte. Aucun objet naturel ne navigue vers une zone de faible détection. Et rien de non intelligent n'effectue une manœuvre avec une précision chirurgicale. Les preuves pointaient vers une conclusion terrifiante. Troy Atlas n'était pas de passage, il était destiné à rester. Alors que des ingénieurs et des astronomes travaillaient frénétiquement pour rétablir le contact visuel avec Troy Atlas, un autre type de découverte prenait forme dans un laboratoire du MIT. Là, un système d'intelligence artificielle neuronale avait été alimenté avec des téraoctets de données spectroscopiques provenant des observations du télescope James Webb et du Gemini. Mais l'objectif n'était pas d'identifier des éléments, mais de chercher des motifs et des structures. Ce qu'il a découvert était extraordinaire. En analysant les émissions de nickel et de dioxyde de carbone au fil du temps, et après avoir ajusté les variations dues à la rotation de l'objet, une structure hélicoïdale multidimensionnelle est apparue, une torsion codée cachée dans les séries temporelles de ces émissions. Au début, cela semblait être un phénomène dénué de sens, jusqu'à ce que les chercheurs le comparent aux premières structures biologiques connues de la Terre. La similitude était troublante. Les premiers brins d'ARN, bien que non identiques, montraient des parallèles géométriques, des récursions, des plis et des proportions qui faisaient même arrêter les biologistes moléculaires. Une hypothèse troublante a émergé. Et si Troy Atlas n'expulsait pas seulement du gaz? Et si elle libérait un échafaudage biologique codé? Pas des cellules vivantes, mais quelque chose de plus ancien, une sorte de modèle, un message chimique, comme une graine piégée dans de l'ambre, attendant un environnement approprié pour germer. Et si la Terre, Mars ou un autre endroit du système solaire était déjà prêt à recevoir ce code, quelles en seraient les implications? Pendant que les chercheurs essayaient de rétablir le contact optique, une expérience a été réalisée avec des radars de suivi des objets spatiaux profonds. Cette fois, l'écho ne provenait pas de Troy Atlas, mais d'un endroit inattendu, le côté caché de la Lune. L'écho n'était pas normal. Il est arrivé 0,23 secondes plus tôt que prévu et contenait des artefacts spectraux qui ne correspondaient pas à l'onde originale. Au début, on a pensé qu'il s'agissait d'irrégularités de la surface lunaire, mais ensuite le phénomène s'est répété lors de plusieurs tentatives consécutives. Chaque rebond montrait une modulation avec un motif étonnamment identique à celui enregistré dans les émissions de Troy Atlas quelques semaines plus tôt. En examinant les fichiers de données lunaires, quelque chose d'encore plus alarmant fut découvert. Lors du passage de Oumuamua en 2017, des modulations similaires avaient été enregistrées aux mêmes coordonnées. Cela indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une comète visitant le système solaire, mais d'un système qui répondait à quelque chose qu'il reconnaissait. Et maintenant, avec la Lune renvoyant des fréquences extraterrestres, une possibilité terrifiante apparaissait. Troy Atlas n'était pas un intrus, c'était un déclencheur, et ce qui se cachait sous la croûte lunaire venait à peine de s'activer. 2 semaines après l'arrêt soudain du Troy Atlas, le télescope James Webb reprit silencieusement ses observations programmées des champs profonds. Mais quelque chose avait changé. Plusieurs cibles lointaines, notamment des quasars et des exoplanètes, commencèrent à montrer des anomalies dans le fond interstellaire. Ce n'était pas dans les étoiles elles-mêmes, mais dans le milieu entre elles, comme si quelque chose d'invisible laissait sa marque sur le tissu du cosmos. Un clignotement rythmique, un flux de basse fréquence. En synchronisant les anomalies, un motif s'est imposé, cette impulsion suivie de silence, puis encore 7. En suivant ces événements à travers les coordonnées galactiques, les scientifiques découvrirent quelque chose de troublant. Chaque ligne de visée traversait un couloir aligné avec la trajectoire de Troy Atlas. L'implication était terrifiante. Troy Atlas n'émettait pas seulement des signaux. Il faisait partie d'une chaîne, un phare ou peut-être d'un compte à rebours. Et il avait déjà commencé à compter. Si c'était un avertissement ou un déclenchement, personne ne pouvait l'affirmer avec certitude.
La seule chose claire était que le phénomène avait cessé d'être local. L'onde s'était propagée à l'échelle galactique. Nous nous trouvons maintenant au bord de quelque chose que nous ne pouvons pas voir, écoutant les échos d'un protocole que nous n'avons jamais activé. Et pourtant, nous recevons une réponse. Pendant longtemps, nous avons cru être seuls parce que nous n'entendions pas de voix. Nous avons supposé que le silence signifiait sécurité et que l'absence signifiait vide. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas vrai. Le télescope James Webb n'a pas simplement enregistré un objet étrange. Il a documenté l'exécution d'un programme. Une trajectoire trop exacte, une chimie trop précise, une fréquence trop rythmique. Troy Atlas ne transmettait pas un message. Il exécutait une séquence. Une séquence qui modifiait la gravité autour de lui, qui se reflétait sur la Lune et qui provoquait des tremblements électromagnétiques au fond de notre planète. Et ici, nous sommes confrontés à une vérité silencieuse qui échappe au rapport officiel et murmure dans les laboratoires nocturnes. Ce n'a pas été notre premier contact. Peut-être qu'il ne s'agit même pas d'un contact. Cela ressemble moins à une communication qu'à une recalibration. Que se passerait-il si Troy Atlas n'était pas conçu pour interagir avec nous, mais pour éveiller autre chose? Et si sa mission n'était pas d'explorer, mais de vérifier, de livrer un code, de tester un lien, de confirmer qu'une connexion dormant était encore active? Et une fois son objectif atteint, il s'est simplement arrêté. Il n'est pas parti, il s'est intégré au silence, dans le système, dans les endroits où nous ne regardons plus. Et c'est là le véritable horreur. Non pas que nous ayons vu quelque chose de vivant, mais que nous avons été témoins de la machinerie de quelque chose de bien plus ancien accomplissant une tâche que nous ne pouvons même pas comprendre. Ce qui viendra ensuite était déjà en mouvement bien avant que nous construisions notre premier télescope, car le prochain objet ne frappera pas à la porte. Il apparaîtra simplement. Et peut-être, d'ici là, comprendrons-nous que les plus grandes révélations du cosmos ne sont pas celles que nous voyons, mais celles qui attendaient que nous ouvrions les yeux.